Monsieur, tenez bon s'il vous plaît. Je ferai tout pour vous sauver. Personne n'a essayé de sauver le milliardaire. Il était suspendu au pont, criant à l'aide, ses doigts glissant petit à petit tandis que la foule restait là à regarder. Certaines personnes criaient, d'autres sortaient leur téléphone, mais pas une seule n'osait le sauver. Puis une femme sans abri s'est frayé un chemin à travers la foule. Ses vêtements étaient déchirés, son visage était pâle. Elle semblait trop faible pour faire quoi que ce soit. Mais pendant que tous les autres restaient figés, elle attrapa une planche de bois cassée et courut droit vers le bord. Car dans les secondes suivantes, soit le milliardaire tomberait, soit elle risquerait tout pour le sauver. Adrien Cole était le genre d'homme que les gens craignaient avant même de le rencontrer. À seulement 42 ans, il avait bâti l'un des empires commerciaux les plus puissants de la ville. Son nom pesait dans les salles de réunion, sur les chaînes d'information et sur les marchés financiers. Pour certains, c'était un génie. Pour d'autres, il était froid, impitoyable et impossible à défier. Et ce jour-là, quelqu'un au sein même de son entreprise avait fait l'erreur d'essayer. La réunion d'urgence avait commencé comme toutes les autres. Costume coûteux, sourire forcé, loyauté factice. Mais Adrien était entré dans la salle en connaissant déjà la vérité. Des millions de dollars avaient été déplacés via des comptes cachés. Des contrats avaient été manipulés. Quelqu'un proche de lui volait sous son nez. Il n'éleva pas la voix au début. Il posa simplement les preuves sur la table. Un à un, les visages autour de lui changèrent. La confiance se transforma en panique. Les regards commencèrent à fuir. Personne ne voulait être le premier à parler. Puis Adrien se pencha en avant, la voix basse et tranchante, et dit quelque chose qui glaça la pièce. « Je sais que l'un d'entre vous m'a trahi. » Silence. Un silence si lourd que chaque battement de cœur semblait résonner. Quelques minutes plus tard, la réunion explosa en accusations. Un dirigeant tenta de tout nier. Un autre accusa la comptabilité. Un troisième quitta la salle. Adrien mit fin à tout cela avec un dernier avertissement. D'ici le matin, il voulait des noms, des preuves et des aveux complets. Toute personne impliquée serait détruite. Il quitta le bâtiment furieux. Dehors, le ciel était gris, le vent violent, et la ville semblait plus froide que d'habitude. Adrien remarqua à peine. Il monta dans sa voiture, desserra sa cravate et regarda par la fenêtre lorsque son téléphone sonna à nouveau. C'était l'un de ses cadres supérieurs. Adrien répondit immédiatement. La voix à l'autre bout était nerveuse, sur la défensive, parlant trop vite. Des excuses, des retards, des déclarations d'innocence. La mâchoire d'Adrien se contractait à chaque seconde. Finalement, il demanda au chauffeur d'arrêter la voiture. Il avait besoin d'air. Ou peut-être d'espace avant que sa colère ne devienne quelque chose de pire. Il descendit près du pont, toujours en ligne, et marcha vers la rambarde tandis que la circulation filait derrière lui. Le cadre continuait de parler, mais Adrien n'écoutait plus. Son esprit s'emballait. La trahison, les mensonges, le sentiment que quelqu'un en qui il avait confiance se moquait de lui depuis des mois. Puis tout changea en une seconde. Un cycliste passant à toute vitesse se rapprocha trop. Adrien se retourna brusquement. Sa chaussure glissa sur le béton humide. Son téléphone s'échappa de sa main. Et avant qu'il ne puisse se rattraper, son corps heurta la rambarde et bascula par-dessus le bord. Pendant un instant terrifiant, le monde disparut sous lui. Puis ses mains s'agrippèrent à la barre métallique froide. Il était suspendu au-dessus de la rivière. L'eau bouillonnait en dessous. Ses chaussures élégantes battaient l'air. Ses bras brûlaient instantanément. La panique envahit sa poitrine à tel point qu'il pouvait à peine respirer. « À l'aide » cria-t-il. « Aidez-moi » Les voitures ralentirent, les gens s'arrêtèrent, les visages se tournèrent. En quelques secondes, une foule commença à se former, mais personne ne bougeait. Certains haletaient, d'autres fixaient la scène, d'autres encore levaient leur téléphone pour filmer. Un milliardaire était suspendu au-dessus de la rivière, suppliant pour sa vie. Et la ville regardait comme si c'était un spectacle. Les doigts d'Adrien commencèrent à glisser. Sa force diminuait. Et de l'autre côté du pont, à travers la foule grandissante de spectateurs figés, une femme vit ce que tous les autres refusaient de voir.
Ses vêtements étaient déchirés. Son visage fatigué. Une main reposait instinctivement sur le ventre arrondi de sa grossesse. Elle s'appelait Mara. Et au moment où elle vit l'homme suspendu au-dessus de l'eau, elle se mit à courir. Mara avait appris depuis longtemps que la ville pouvait regarder droit dans ta souffrance et continuer son chemin. Chaque matin, avant même le lever du soleil, elle était déjà réveillée. Non pas parce qu'elle avait bien dormi, mais parce que le béton froid ne laisse jamais vraiment dormir. Depuis 4 mois, elle vivait entre des vitrines abandonnées, des abris de bus et le coin arrière d'un bâtiment délabré que personne ne prenait la peine de fermer. Chaque nuit, elle enroulait son corps autour de son ventre gonflé, comme si ses bras pouvaient protéger l'enfant en elle contre la faim, la pluie et la cruauté du monde extérieur. Ce matin-là n'avait pas été différent. Elle s'était tenue près d'un stand de nourriture, non pas pour mendier, mais pour espérer. L'odeur du pain et du thé chaud flottait dans la rue, et pendant un instant, son estomac vide lui fit si mal qu'elle crut s'évanouir. Elle demanda au vendeur s'il restait quelque chose, même des restes, même quelque chose destiné à être jeté. La réponse fut un regard dur. « Éloigne-toi d'ici. Tu fais fuir les clients. » Quelques personnes se retournèrent pour la regarder. Une femme couvrit les yeux de son enfant comme si Mara était quelque chose de sale. Un autre homme rit discrètement. Mara baissa la tête et recula, une main sur son ventre, l'autre contre le mur pour se soutenir. Elle ne dit rien. À quoi bon? À midi, la douleur dans son bas du dos s'était aggravée. Chaque pas devenait plus lourd. Le bébé avait été agité toute la journée. Et même si ce mouvement aurait dû la rassurer, il lui rappelait surtout à quel point elle n'avait rien à offrir. Pas de maison, pas de lit, pas de médecin, aucun endroit sûr pour mettre un enfant au monde. Et pourtant, elle continuait d'avancer. S'arrêter signifiait penser. Et penser signifiait se souvenir de comment elle en était arrivée là. Alors quand elle arriva au pont et entendit les cris, son premier réflexe ne fut pas la curiosité, mais la survie. Les foules signifiaient souvent des problèmes. Et les problèmes signifiaient souvent la police, le chaos ou des accusations injustes contre quelqu'un comme elle. Mais ensuite, elle le vit, un homme en costume chair suspendu au bord, le visage déformé par la terreur. Et autour de lui, des dizaines de personnes qui ne faisaient absolument rien. Certaines criaient, d'autres murmuraient, d'autres encore filmaient, cherchant le meilleur angle pour capturer les derniers instants d'un être humain. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. « Pourquoi vous restez là » cria-t-elle en avançant. « Aidez-le » Personne ne l'écouta. Un homme grand près de l'avant jeta un regard à ses vêtements déchirés et ricana. « Reste en arrière. Tu vas aggraver les choses. » Une autre femme fronça le nez. « Quelqu'un a déjà appelé les secours. » Mara regarda par-dessus la rambarde. Les bras de l'homme tremblaient violemment. Ses doigts glissaient centimètre par centimètre le long du métal. Il n'avait pas le temps d'attendre. « Il va tomber » cria Mara. « Quelqu'un, attrapez-le. » Toujours personne ne bougea. À cet instant, quelque chose en elle se durcit. Elle avait été ignorée, moquée, repoussée, traitée comme si elle ne comptait pas. Mais elle ne pouvait pas rester là à regarder une vie disparaître pendant que les autres protégeaient leurs vêtements, leur confort, leur peur. Sa respiration s'accéléra tandis qu'elle scrutait le sol. Puis elle le vit, une planche de bois cassée près du bord du pont, probablement laissée après des travaux. Sans hésiter, Mara se précipita, la souleva avec des mains tremblantes. Elle était lourde. Son corps lui faisait mal. Ses jambes étaient instables, mais elle la traîna jusqu'à la rambarde. La foule la regardait désormais, certains incrédules, d'autres choqués. « Elle est enceinte » murmura quelqu'un. « Elle va se tuer » dit un autre. Mara les ignora tous. Les deux mains serrées sur le bois rugueux, elle s'avança vers le bord, regarda le milliardaire en train de se noyer en contrebas, et fit un choix que personne d'autre n'avait eu le courage de faire. Elle monta sur la rambarde. Pendant un instant, tout le pont devint silencieux. Comme si la ville elle-même avait cessé de respirer. Une femme enceinte sans abri se tenait sur la barrière, équilibrant son corps fragile au-dessus de la rivière, tandis que le milliardaire en dessous luttait pour garder prise. Les mêmes personnes qui avaient refusé d'aider semblaient soudain terrifiées. Mais même alors,
la plupart ne bougèrent toujours pas. Les mains de Marat se resserrèrent sur la planche. Adrien rassembla le peu de force qui lui restait et se projeta vers le haut. Cette fois, sa main attrapa la planche. Le pont explosa de cris. Il l'a. Tenez-le. Ne lâchez pas. Adrien s'accrocha au bois, mais sa main était mouillée et faible. La planche secoua violemment, tirant presque Marat vers l'avant. Son corps bascula par-dessus la rambarde. Et pendant une seconde terrible, on crut qu'ils allaient tous les deux tomber dans la rivière. Un cri s'échappa de la foule. Les genoux de Marat fléchirent, mais elle tint bon. La douleur déchirait ses bras. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de peur, mais à cause de l'effort insupportable de soutenir le poids d'un homme désespéré tout en protégeant la vie en elle. Et finalement, la honte de la situation atteignit la foule. 2 hommes se précipitèrent d'abord, puis un autre, puis encore un autre. Des mains attrapèrent l'arrière du manteau de Marat. D'autres saisirent la planche. Une paire de bras puissants attrapa Adrien par le poignet alors qu'il pendait, impuissant, en dessous. La lutte devint chaotique, désordonnée, désespérée. Des chaussures raclaient le béton. Les gens criaient les uns sur les autres. La planche se pliait sous la pression. Tirez maintenant. Encore. Avec un dernier effort, Adrien fut hissé au-dessus de la rambarde et projeté sur le pont. Il retomba lourdement sur le dos, toussant, tremblant, fixant le ciel gris comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il était encore en vie. Autour de lui, les gens reculèrent dans un silence stupéfait mais seulement une seconde. Car à quelques mètres de là, Marat tomba soudain à genoux. Une main se porta à son ventre, l'autre s'appuya contre le sol, son visage tordu de douleur. Quelques passants se tournèrent vers elle, surpris, comme s'ils venaient tout juste de se souvenir de son existence. Adrien tourna faiblement la tête dans sa direction, toujours à bout de souffle, les yeux peinant à se concentrer sur la femme qui venait de le sauver. Mais avant que quelqu'un puisse lui parler, avant que quelqu'un puisse la remercier, avant même que quiconque comprenne ce qu'elle venait de faire, Marat se releva et disparut dans la foule. Au moment où les portes de l'ambulance se refermèrent, Adrien Cole n'avait toujours pas cessé de trembler. Ses mains étaient écorchées à vif. Son costume était trempé. Sa poitrine se soulevait en respiration courte et irrégulière pendant que les secouristes prenaient son pouls, lui enveloppaient les épaules d'une couverture et lui posaient les mêmes questions encore et encore. « Vous m'entendez, monsieur ? Vous vous êtes cogné la tête ? Vous connaissez votre nom ? » Bien sûr qu'il connaissait son nom. Toute la ville le connaissait. Mais à cet instant, allongé à l'arrière d'une ambulance, l'eau de la rivière dégoulinant de ses manches, Adrien ne se sentait pas comme le milliardaire intouchable que les gens craignaient dans les salles de réunion. Il se sentait comme un homme qui avait regardé la mort en face et compris que l'argent, le pouvoir et l'influence ne signifiaient rien quand vos doigts glissent d'une barre de métal froide. Il tourna la tête vers les portes ouvertes. Le pont était toujours bondé. Des policiers repoussaient la foule. Les lumières clignotantes se reflétaient sur les vitres des voitures. Des journalistes avaient déjà commencé à arriver, flairant une histoire. Les téléphones étaient encore levés. Certains parlaient rapidement, avec excitation, racontant la scène comme s'ils avaient été des héros. La mâchoire d'Adrien se crispa. « Où est-elle » demanda-t-il soudain. Le secouriste cligna des yeux. « Monsieur, la femme. »« La femme » répéta Adrien d'une voix rauque. « Celle qui m'a sauvé. Où est-elle » Le secouriste jeta un coup d'œil dehors, puis revint vers lui. « Nous ne sommes pas sûrs. » Adrien se redressa trop vite, ignorant la douleur dans ses bras. « Trouvez-la. »« Monsieur, vous devez rester assis. »« Trouvez-la » répéta-t-il, plus sèchement cette fois. Mais personne n'avait de réponse. À l'hôpital, le chaos ne fit qu'augmenter. Les médecins vérifièrent s'il avait des fractures, des blessures internes, un choc ou de l'épuisement. Des assistants de son entreprise arrivèrent en panique. Les avocats appelèrent. Son téléphone, remplacé entre-temps, ne cessait de vibrer. Des alertes d'actualité envahirent tous les écrans de la pièce. Le milliardaire Adrien Cole frôle la mort dans un accident sur un pont.
Une vidéo choquante capture un sauvetage spectaculaire en plein jour. Des témoins décrivent le moment où le magnate des affaires a glissé. Adrien fixa ses titres avec une froide incrédulité. Accident. Témoin. Magnat. Aucun d'eux ne semblait comprendre ce qu'il n'arrivait pas à chasser de son esprit. Une foule l'avait regardé supplier à l'aide, et une seule personne avait agi. « Remettez la vidéo », dit-il à son assistante. La femme hésita, puis lui tendit une tablette. Quelqu'un dans la foule avait publié une vidéo. Elle était instable, bruyante, remplie de la panique inutile de gens qui avaient choisi de filmer plutôt que d'agir. Adrien se vit suspendu au-dessus de la rivière. Il vit les visages penchés par-dessus la rambarde. Il vit son propre corps glisser de plus en plus bas. Puis il la vit. Elle apparut dans l'image comme sortie de nulle part. Mince, épuisée, instable. Une main sur la courbe de son ventre de femme enceinte, l'autre traînant une planche de bois brisée vers la rambarde pendant que tout le monde la regardait. L'expression d'Adrien changea. Mettez sur pause. L'image se figea sur son visage, même flou à distance. Il y avait quelque chose d'inoubliable chez elle. Pas une beauté lisse comme dans les magazines, quelque chose de plus fort. Une expression de douleur, de détermination et de refus absolu de rester spectatrice pendant qu'un autre être humain mourait. « Qui est-elle » demanda Adrien doucement. Personne dans la pièce ne répondit. Son assistante avala difficilement. « Nous essayons de l'identifier, monsieur. » « Essayez ?» Elle est partie avant que la police ne prenne sa déclaration. Adrien regarda à nouveau l'image figée. Elle avait risqué 2 vies. Et elle avait disparu avant même que quelqu'un puisse lui dire merci. Le soir venu, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Les présentateurs parlaient de la survie d'Adrien. Sur les réseaux sociaux, on débattait pour savoir si la foule devait avoir honte. Les rivaux faisaient semblant de s'inquiéter. Les commentaires explosaient d'opinions, d'indignation et de rumeurs. Mais Adrien remarqua quelque chose de troublant, l'attention était toujours centrée sur lui. Son nom, sa richesse, sa quasi-mort. La femme qu'il avait réellement sauvée devenait une simple note de bas de page. C'est à ce moment qu'Adrien prit sa décision. Il abaissa la tablette, regarda le chef de la sécurité et parla avec la même autorité qui autrefois terrorisait les salles de réunion. « Je veux tous les angles de caméras de ce pont. Les caméras de circulation, les caméras de rue, les témoignages, les vidéos en ligne, tout. » La pièce se figea. Puis il ajouta, la voix plus froide. « Trouvez la femme qui m'a sauvé la vie. » Et quelque part dans la ville, sous un ciel qui s'assombrissait, la femme que personne n'avait remarquée disparaissait déjà dans l'ombre. Pendant que la ville débattait des vidéos et des titres, Mara retournait dans l'obscurité comme si rien ne s'était passé. Aucune caméra ne la suivait jusque-là. Aucun journaliste ne se souciait de l'endroit où elle dormait. Personne, parmi ceux qui l'avaient vue risquer sa vie, ne demanda si elle était blessée, affamée ou même encore en vie. Quand la nuit tomba sur les rues, la femme qui avait sauvé l'un des hommes les plus riches de la ville était retournée dans le même coin brisé du monde qu'elle avait quitté ce matin-là. Son abri était un ancien entrepôt abandonné derrière une rangée de boutiques fermées. La moitié du toit fuyait quand il pleuvait. Le sol était en béton fissuré. Une couverture déchirée était pliée dans un coin, à côté d'un petit sac contenant tout ce qu'elle possédait. 2 petits vêtements pour bébé, une bouteille d'eau, une photographie usée, et une enveloppe qu'elle protégeait plus soigneusement que tout le reste. Mara se laissa tomber sur la couverture en inspirant brusquement. La douleur dans son corps s'était aggravée. Ses bras tremblaient encore d'avoir tenu la planche. Son dos la brûlait, et toutes les quelques minutes, une douleur aiguë se tordait dans le bas de son ventre, l'obligeant à fermer les yeux et attendre que ça passe. Elle posa ses 2 mains sur son ventre. « Je suis là », murmura-t-elle. « Je suis là. » Le bébé bougea sous ses paumes. Habituellement, ce mouvement la réconfortait. Ce soir, il lui faisait peur. Et si monter sur cette rambarde avait causé quelque chose de terrible? Et si l'effort, la panique, le poids de ce moment? Mara se mordit la lèvre et se pencha en avant, luttant contre la pression qui montait dans sa poitrine. Elle s'était répété toute la journée de ne pas y penser. Mais maintenant,
Elle était seule, et quand on est seul, la vérité revient toujours. Mara n'avait pas toujours vécu ainsi. Il fut un temps où elle croyait encore aux promesses. Un temps où elle faisait confiance aux paroles dites avec une voix douce et des yeux bienveillants. Le père de son enfant lui avait un jour promis de la protéger, qu'ils construiraient une vie ensemble, qu'elle n'affronterait jamais le monde seule. Mais dès qu'il apprit la vérité sur sa grossesse et les problèmes liés à son passé, il disparut, tout simplement. Aucun adieu digne de ce nom. Aucune main à tenir. Aucun endroit où aller. Juste le silence. Et après ce silence, tout s'effondra. Le travail perdu, les portes fermées. Les gens qui jugeaient avant d'écouter. Le peu de sécurité qu'elle avait encore lui fut retiré morceau par morceau jusqu'à ce que la rue devienne le seul endroit prêt à l'accueillir. Une crampe soudaine interrompit ses pensées. Mara se plia en deux, une main agrippant la couverture sous elle. Elle respira lentement jusqu'à ce que la douleur s'apaise, mais quand elle se redressa, des larmes remplissaient déjà ses yeux. Depuis l'entrée, une voix douce se fit entendre. « Tu vas plus mal ce soir. » Mara leva les yeux et vit la vieille Nessa, la femme âgée qui dormait 2 bâtiments plus loin, entrer prudemment. Nessa avait le regard perçant de quelqu'un qui avait trop vécu, et les mains douces de quelqu'un qui continuait malgré tout à se soucier des autres. Dans une main, elle tenait une demi-miche de pain enveloppée dans du papier journal. « J'ai apporté ça, » dit Nessa. « Mange. » Mara secoua la tête. « Garde-le. » Nessa claqua la langue et le posa sur ses genoux. Ne sois pas fier quand la fierté ne peut pas nourrir un enfant. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis les yeux de Nessa descendirent vers le ventre de Mara. « Tu as besoin d'un médecin. » Mara laissa échapper un rire faible, sans joie. « Avec quel argent ? » « Avec la miséricorde qu'il reste encore dans ce monde. » Mara détourna le regard. La miséricorde ne lui avait pas beaucoup servi ces derniers temps. Son regard se posa sur le petit sac dans le coin, sur l'enveloppe usée à l'intérieur, la dernière preuve que sa vie avait autrefois eu de la valeur, et que ce qui lui était arrivé n'était pas un accident. Elle avait porté ce document à travers la pluie, la faim et l'humiliation, parce qu'une partie d'elle croyait encore que la vérité qu'il contenait comptait. Nessa suivit son regard, mais ne dit rien. Dehors, des sirènes lointaines traversaient la nuit. À l'intérieur, Mara posa une main sur son ventre et baissa la tête. Pour la première fois depuis le pont, elle s'avoua ce qui l'effrayait le plus. Sauver Adrien Cole avait peut-être été l'acte le plus courageux de sa vie. Mais cela lui avait peut-être coûté plus qu'elle ne pouvait supporter. Au lever du jour suivant, Adrien Cole avait déjà transformé sa chambre d'hôpital en salle de commandement. L'homme qui se réveillait habituellement avec des rapports boursiers et des mises à jour d'acquisition fixait maintenant des captures d'écran floues, des images de caméras de circulation et des vidéos instables des réseaux sociaux provenant du pont. Ses mains meurtries reposaient sur la couverture, mais ses yeux ne quittaient pas l'écran. « Encore » dit-il. Le chef de la sécurité relança la vidéo. Elle apparut, d'abord floue, puis plus nette sous un autre angle. Manteau déchiré, cheveux en désordre, silhouette mince. Une main tirant la planche de bois, l'autre s'appuyant contre la rambarde pendant que la foule regardait, paralysée. Adrien se pencha en avant. Pause. L'image se figea. Même à travers la mauvaise qualité, il pouvait voir à quel point elle semblait épuisée. Rien de théâtral, rien de calculé, rien de quelqu'un qui cherchait à être vu. Elle ressemblait à une femme qui portait déjà trop de choses bien avant d'arriver sur ce pont. « Elle est enceinte » dit Adrien doucement. Personne ne répondit. Son assistante bougea nerveusement. « Oui, monsieur. » La mâchoire d'Adrien se crispa. Et elle a quand même grimpé sur cette rambarde pendant que tous les autres restaient là à filmer. La pièce devint silencieuse. Il avait passé des années à commander la loyauté, à acheter l'expertise, à résoudre les problèmes avec rapidité et force. Mais cela, c'était différent. Ce n'était pas une affaire à conclure ni un rival à écraser. Et cette pensée ne le quittait pas. « Que avons-nous » demanda-t-il. Le chef de la sécurité s'éclaircit la gorge. « Nous avons recueilli 6 vidéos publiques, 2 angles de caméras de circulation et des témoignages de plusieurs témoins. Aucune identité confirmée pour le moment.
Elle semble être partie à pied vers l'est depuis le pont. Alors élargissez la recherche vers l'est. Nous avons déjà des équipes. Élargissez-la, répéta Adrien. Les refuges, les cliniques, les soupes populaires, les vendeurs de rue, tous les endroits où quelqu'un comme elle pourrait aller. Son assistante hésita. Monsieur, il y a un autre problème. Adrien leva les yeux. Quel problème? Les gens en ligne ont découvert que vous essayez de la retrouver. Elle avala sa salive. Certains prétendent déjà être liés au sauvetage. D'autres affirment la connaître. Un homme a même essayé de réclamer une récompense, qui n'a jamais été proposée. Le visage d'Adrien s'assombrit. Alors n'en proposez aucune. À midi, il quitta l'hôpital contre l'avis des médecins. Les docteurs protestèrent. Son équipe juridique s'opposa. Son conseil d'administration appela 2 fois. Adrien ignora tout le monde. Une voiture noire le déposa près du pont peu après 13 heures. Le vent était plus froid que la veille, et la vue de la rambarde fit remonter en lui un souvenir brutal. Pendant une seconde, il ressentit à nouveau la terreur. Les doigts qui glissent, le vide sous lui. Mais il se força à avancer. Il passa devant l'endroit exact où il était tombé et s'arrêta près d'un étal de fruits à l'angle de la rue. Un homme âgé se tenait derrière, arrangeant des oranges avec des gestes lents et précis. Adrien s'approcha directement. « Avez-vous vu ce qui s'est passé ici hier ?» L'homme leva les yeux, le reconnut immédiatement et se redressa. « Tout le monde l'a vu. »« Je ne parle pas de moi, » dit Adrien. « Je parle de la femme. » Le vendeur le fixa un instant, comme pour juger si la question était sincère. Puis il hocha lentement la tête. « Je l'ai vue avant que la foule ne la remarque. Elle passe souvent ici. Discrète, la tête baissée, elle avait toujours l'air fatiguée. » Quelque chose se tendit en Adrien. « Vous la connaissez ? » ?»« Pas vraiment, mais je l'ai déjà vue. » L'homme désigna la route. Parfois près des anciens bâtiments d'usine, parfois près de la soupe populaire de l'église quand il y a à manger. Adrien suivit la direction de sa main. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première piste réelle. Il sortit de l'argent de son manteau et le posa sur l'étal. Le vieil homme secoua la tête, mais Adrien le laissa quand même. « Merci, » dit-il. Puis il se tourna vers la rue, le vent froid fouettant son visage. Derrière lui, son équipe de sécurité se mit en mouvement. Devant lui s'étendait une partie de la ville qu'Adrien Cole avait passé la majeure partie de sa vie à éviter. Et quelque part là-dedans se trouvait la femme qui avait disparu avant même que le monde n'apprenne son nom. En fin d'après-midi, la ville changea de visage. Les tours brillantes et les rues d'affaires bondées avaient disparu, remplacées par des clôtures rouillées, des trottoirs brisés et de vieux bâtiments oubliés, brique après brique. Une pluie fine commença à tomber, assombrissant les routes et donnant à l'air une odeur de métal et de poussière humide. Adrien Cole se tenait près de sa voiture et regardait la rue étroite devant lui. « C'est ici qu'on l'a vu pour la dernière fois, » dit le chef de la sécurité. Adrien hocha à peine la tête. Il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. Ignorant le parapluie qu'un de ces hommes tentait de lui tendre, il s'avança dans la pluie point l'eau trempait ses cheveux et glissait le long du col de son manteau, mais il continua d'avancer, passant devant des boutiques fermées, des murs en ruine et des entrées où des visages fatigués détournaient rapidement le regard. À chaque pas, il scrutait la rue, cherchant la femme du pont, celle qui était apparue de nulle part et qui avait disparu tout aussi vite. Puis, près d'un bâtiment abandonné, il la vit. Elle se tenait sous un auvent cassé qui offrait à peine une protection contre la pluie. Ses vêtements étaient humides, ses épaules légèrement voûtées, une main pressée contre le bas de son ventre, comme si elle essayait de se maintenir debout par pure volonté. Elle semblait encore plus maigre que dans les vidéos. Pendant un instant, Adrien s'arrêta. Non pas parce qu'il hésitait, mais parce que la voir le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. C'était elle, la femme qui lui avait sauvé la vie. Et voilà comment elle vivait. « Mara » dit-il prudemment. Elle se retourna en entendant un inconnu prononcer son nom. Leurs regards se croisèrent, fatigués, méfiants. Pendant une seconde, elle sembla confuse, comme si elle cherchait à reconnaître un visage qu'elle n'avait jamais vraiment vu clairement.
Sur le pont, il était suspendu au-dessus de la mort. Ici, devant elle, il n'était qu'un homme dans un manteau coûteux, le visage mouillé par la pluie. Puis la reconnaissance passa dans ses yeux. Ses sourcils se froncèrent. « Toi » dit-elle doucement. Adrien s'approcha, lentement, pour ne pas l'effrayer. « Oui. » Pendant quelques secondes, seule la pluie remplit le silence entre eux. « Je te cherchais, » dit-il. Mara laissa échapper un petit rire faible, presque amer. « Pourquoi ?» Le mot le prit au dépourvu. « Pourquoi ?» répéta-t-il. « Tu es vivant, » dit-elle. « Ça ne suffit pas. » Sa voix n'était pas impolie. Elle était pire, épuisée. Adrien la regarda attentivement. « Tu m'as sauvé la vie. » Mara soutint son regard, mais sans aucune douceur. « Et maintenant ? Tu es venu dire merci pour te sentir mieux ?» Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation en salle de réunion. Adrien ouvrit la bouche, puis la referma. Parce que la vérité, c'est qu'une part de lui était venue pour la gratitude, pour des réponses, pour tourner la page. Mais en la voyant ainsi, en voyant le vide et l'épuisement sur son visage, il comprit que rien de tout cela ne comptait pour l'instant. « Tu ne devrais pas être ici, dans cet état, » dit-il doucement. Les yeux de Mara s'embrasèrent. « Et où exactement devrais-je être ?» Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Mara vacilla. Cela arriva si vite que, pendant une seconde, il crut qu'elle avait simplement changé d'appui. Puis son visage perdit toute couleur. Sa main se crispa sur son ventre. Ses genoux cédèrent. Adrien se précipita juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. « Mara !» Elle haleta de douleur, son corps tremblant dans ses bras. De près, il sentait à quel point elle était légère, à quel point elle frissonnait, à quel point respirer lui demandait un effort immense. « Appelez la voiture !» cria Adrien. Son équipe de sécurité accourut, mais Adrien la soulevait déjà lui-même. « Pas d'hôpital !» murmura Mara, à peine audible sous la pluie. Adrien baissa les yeux vers elle. « Tu as besoin d'aide. »« Non. » Ses doigts agrippèrent faiblement sa manche. « Je ne peux pas payer. » Quelque chose changea sur le visage d'Adrien. Peut-être pour la première fois depuis des années, l'argent ne ressemblait plus à un pouvoir, mais à une insulte face à la réalité qu'il avait sous les yeux. « Tu n'as rien à payer, » dit-il fermement. « Pas pour ça. » Ses yeux vacillèrent, encore remplis de méfiance malgré la douleur, comme si la gentillesse elle-même était devenue trop dangereuse pour être crue. Puis une nouvelle vague de douleur la traversa, et elle cria. « Cela suffit. » Adrien la porta sous la pluie jusqu'à la voiture, un bras soutenant ses épaules, l'autre la protégeant autant que possible. Son manteau était trempé. Ses chaussures élégantes éclaboussaient l'eau sale. Rien de cela n'avait d'importance. Lorsque la portière s'ouvrit, la tête de Mara retomba faiblement contre lui. Et pour la première fois depuis le pont, Adrien ressentit une autre peur. Pas celle de tomber. Celle d'arriver trop tard. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives. Tout semblait trop propre, trop net, trop contrôlé pour le chaos qu'Adrien ressentait intérieurement. Les infirmières se déplaçaient rapidement dans les couloirs. Les médecins parlaient avec urgence. Des machines bipaient derrière les portes fermées. Et quelque part derrière ces portes, la femme qui lui avait sauvé la vie était examinée, tout en portant un enfant qu'elle pouvait à peine protéger seule. Adrien se tenait juste à l'extérieur de la salle de soins, son manteau mouillé posé sur une chaise, ses mains encore froides à cause de la pluie. Un médecin sortit enfin, retirant ses gants. « Comment va-t-elle » demanda immédiatement Adrien. Le médecin le regarda avec le calme de quelqu'un habitué à la panique. Elle est extrêmement épuisée, malnutrie, déshydratée. Sa tension est instable et la grossesse est sous stress. Le visage d'Adrien se durcit. « Le bébé est vivant ?» « Oui, » répondit le médecin. « Pour l'instant. Mais la mère et l'enfant sont en danger si elle ne reçoit pas des soins appropriés. »« Pour l'instant. » Ces deux mots s'enfoncèrent en lui comme une lame. « De quoi a-t-elle besoin » demanda-t-il. Le médecin répondit sans hésiter. Repos, nutrition, surveillance, sécurité, et plus aucun traumatisme. Adrien expira lentement,
sans aucun soulagement. Mara vivait déjà dans le traumatisme. Le pont n'avait fait qu'ajouter une blessure de plus à un corps et une âme déjà trop chargée. Je paierai tout, dit-il. Le médecin hocha légèrement la tête. Tant mieux, parce qu'elle n'a rien dans son dossier. Pas d'assurance, pas d'adresse stable, pas de contact d'urgence. Pas de contact d'urgence. Adrien détourna le regard un instant. Une femme assez courageuse pour risquer sa vie pour un inconnu, n'avait personne au monde à appeler pour elle. Une infirmière s'approcha du bureau d'admission avec un petit sac en plastique. « Voici ses affaires, dit-elle. Nous allons les enregistrer, sauf si quelqu'un doit les examiner pour identification. » Adrien jeta un coup d'œil au sac. À l'intérieur se trouvaient quelques objets si usés et insignifiants qu'ils semblaient à peine constituer une vie. Un petit vêtement de bébé plié, un bouchon de bouteille, un peigne bon marché aux dents cassées, et une vieille enveloppe jaunie sur les bords, pliée à force d'être ouverte et refermée. L'infirmière posa le sac sur le comptoir. Le regard d'Adrien s'arrêta immédiatement sur l'enveloppe. Le nom de Mara était écrit dessus à l'encre passée. Elena Val. Quelque chose le frappa instantanément. Non pas parce qu'il connaissait cette femme, mais parce qu'il connaissait ce nom. Ou plutôt, il savait où il l'avait déjà entendu. Il tendit la main vers l'enveloppe, lentement, son cœur commençant à battre différemment. « Monsieur ?» demanda l'infirmière. « Je dois juste confirmer son identité », répondit Adrien. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un ancien document de travail, une lettre officielle. Le papier était fragile, marqué par le temps, mais le logo en haut était sans équivoque. Cole Holdings. Les doigts d'Adrien se figèrent. Il relut le nom. Elena Val. Puis la date. Puis la signature en bas. Ce n'était pas la sienne. C'était celle de son père. Pendant une seconde, le couloir autour de lui sembla s'éloigner, comme si le monde entier avait reculé d'un pas, laissant place à quelque chose de plus froid. Il parcourut rapidement le document. Elena Val avait autrefois été employée comme assistante domestique dans l'une des résidences privées de la famille Cole. La lettre mentionnait la discrétion, des affaires familiales privées, et un licenciement dans des circonstances qui ne semblaient pas normales. Un autre papier derrière ressemblait à un brouillon de plainte, inachevé, jamais déposé. Plusieurs lignes étaient effacées, mais une phrase restait lisible. Elle a été accusée pour protéger quelqu'un de puissant. La mâchoire d'Adrien se crispa. Une voix s'éleva derrière lui. « Vous ne devriez pas toucher à ça. » Il se retourna. Mara se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Elle avait l'air faible, une main appuyée contre le mur pour se soutenir, mais ses yeux étaient maintenant pleinement éveillés. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de bien plus tranchant que la douleur. La reconnaissance. Pas de lui. Des papiers dans sa main. Adrien les abaissa légèrement. « Mara. » « C'était ma mère, » dit-elle. Sa voix était basse, mais elle traversa le couloir comme une lame. Adrien la fixa. Mara fit un pas lent en avant, malgré son corps encore instable. « Elle travaillait pour votre famille, » dit-elle. « Et quand quelque chose s'est produit dans cette maison, ils ont fait en sorte qu'elle porte toute la faute. » Les mots tombèrent lourdement entre eux. Adrien baissa les yeux vers la lettre, puis releva le regard vers Mara, tandis que la terrible vérité commençait à prendre forme. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas juste un sauvetage. La femme qui lui avait sauvé la vie sur le pont était liée à sa famille bien avant qu'ils ne le sachent tous les deux. Et à en juger par la douleur dans les yeux de Mara, ce que le nom Cole avait fait à la sienne ne l'avait jamais cessé de la hanter. Adrien ne dormit pas cette nuit-là. Longtemps après que les couloirs de l'hôpital furent devenus silencieux, longtemps après que les infirmières eurent baissé les lumières et que la ville à l'extérieur se soit plongée dans l'obscurité, il resta assis seul dans une salle d'attente privée, les papiers d'Elena Val étalés devant lui. Plus il lisait, plus il se glaçait. Le langage officiel était soigné, prudent, conçu pour cacher la vérité. Des termes comme « affaires internes »,« rupture de confiance » et « licenciement nécessaire » étaient soigneusement inscrits sur la page. Mais Adrien avait passé toute sa vie entouré de personnes puissantes. Il savait reconnaître la culpabilité dissimulée derrière des mots élégants.
Et c'était bien de la culpabilité. Son père ne s'était pas contenté de licencier la mère de Mara. Il l'avait enterrée. Il y avait des références à un incident privé dans l'une des résidences familiales. Des dossiers manquants, un paiement autorisé sans explication officielle, une note manuscrite d'un ancien conseiller juridique avertissant que si Elena parlait publiquement, il pourrait y avoir des conséquences sur la réputation. Conséquences sur la réputation. La mâchoire d'Adrien se crispa. C'était le langage de ceux qui croient que leur nom compte plus que la vie des autres. À l'aube, il avait déjà appelé son équipe d'archives juridiques. Dans la matinée, il exigea l'accès à des dossiers scellés datant de plus de 20 ans. À midi, il ne posait plus de questions. Il chassait. Dans la salle de conférence du dernier étage de Cole Holdings, l'atmosphère devint toxique dès qu'Adrien entra. Les dirigeants assis autour de la table brillante comprirent immédiatement, à son expression, qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Ses blessures s'étaient légèrement estompées, mais les écorchures sur ses mains étaient toujours visibles. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus dur. Il posa un dossier mince sur la table. Quelqu'un va m'expliquer pourquoi des dossiers liés aux résidences privées de mon père ont été modifiés, supprimés et cachés sous protection juridique de l'entreprise. Silence. Les membres du conseil se regardèrent, mais personne ne parla. Puis Gregory Shaw, le même dirigeant qui s'était opposé à Adrien avant l'incident du pont, s'adossa à sa chaise et croisa les mains. Avec tout le respect, dit Gregory, fouiller dans de vieilles affaires familiales est imprudent, surtout maintenant. Adrien le fixa. Surtout maintenant. Le visage de Gregory resta impassible. Vous avez failli mourir hier. L'entreprise est instable. Les investisseurs sont nerveux. Ce n'est pas le bon moment pour créer un scandale à partir du passé. La pièce resta figée. Puis Adrien laissa échapper un léger rire sans joie. Scandale. Intéressant comme mot. Gregory ne répondit pas. Adrien ouvrit le dossier et fit glisser plusieurs copies de documents sur la table. Une femme nommée Elena Val a été détruite pour protéger quelqu'un dans l'orbite de cette entreprise. Sa fille est aujourd'hui sans abri, enceinte, et a failli mourir après m'avoir sauvé la vie pendant que toute la ville regardait sans agir. Certains visages changèrent visiblement, mais Gregory sembla seulement agacé. Nous ne connaissons pas toute l'histoire, dit-il. Et même s'il y a eu des erreurs à l'époque, les exposer publiquement pourrait faire s'effondrer tout ce que votre père a construit. C'est à ce moment-là qu'Adrien comprit. Gregory n'avait pas peur de la vérité. Il avait peur qu'elle soit révélée. Adrien fit un pas vers la table. Qu'est-ce que tu sais exactement? Le silence de Gregory répondit d'abord. Puis sa mâchoire se contracta. Suffisamment. Avant qu'Adrien ne puisse aller plus loin, son téléphone vibra dans sa poche. Il l'ignora. Il sonna encore et encore. Agacé, Adrien le sortit, prêt à le couper, jusqu'à ce qu'il voie le numéro de l'hôpital. Il répondit immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de l'infirmière était haletante. Monsieur Cole, c'est Mara. Elle a de fortes douleurs et des contractions prématurées. Les médecins doivent agir vite. Pendant une seconde, la salle de réunion disparut. Tout ce qu'Adrien voyait, c'était Mara dans cette ruelle sous la pluie, s'effondrant parce que le monde lui avait déjà trop pris. J'arrive, dit-il. Il raccrocha et leva les yeux. Gregory commença à parler. Adrien, cette réunion n'est pas terminée. Pour toi, si, répondit-il froidement. Puis, devant tout le conseil, il reprit le dossier et ajouta, verrouiller toutes les salles d'archives. Bloquer l'accès de Gregory Shaw. Et si un seul document disparaît avant mon retour, je m'assurerai que la prochaine visite sera celle de la police. Personne ne bougea. Personne ne protesta. Adrien se détourna et sortit. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, la tempête en lui s'était transformée en autre chose. Non plus de la colère. De la détermination. Pendant que Mara se battait pour garder son enfant en vie, la vérité, elle, remontait enfin à la surface. Et cette fois, Adrien ne se demandait plus s'il devait protéger le nom de sa famille. Il se demandait combien de ce nom méritait de survivre. Quand il atteignit le service maternité, la tension était déjà palpable.
Les infirmières se déplaçaient rapidement. Un médecin parlait avec urgence près du poste. Derrière les portes fermées, Mara criait de douleur, et chaque cri frappait Adrien plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il s'arrêta devant la salle d'accouchement, la poitrine serrée. Lui, qui avait passé des années à contrôler les situations, résoudre les crises et imposer son autorité d'une seule phrase, se retrouvait totalement impuissant. Il n'y avait rien à négocier. Rien à menacer. Rien à acheter pour garantir la vie de la femme à l'intérieur ou de l'enfant qu'elle avait tant essayé de protéger. Un médecin s'approcha, le visage grave. Elle est entrée en travail trop tôt. Son corps est épuisé et le stress a aggravé la situation. Nous faisons tout notre possible. Adrien regarda la porte. Vont-ils survivre? Le médecin hésita. Et cette hésitation en disait plus que des mots. Nous essayons, dit-elle. Essayez. Encore ce mot. Adrien passa une main sur son visage et s'appuya contre le mur. Pour la première fois depuis des années, il baissa la tête sans rien dire. L'hôpital autour de lui s'agitait, mais en lui, une seule pensée tournait en boucle. Pas elle. Elle avait déjà trop souffert. Les minutes devinrent des heures. À un moment, la vieille Nessa arriva, escortée par un homme d'Adrien après que la sécurité ait failli la refuser. Elle semblait déplacée dans ce couloir lumineux, avec son manteau usé, mais ses yeux restaient perçants. « Tu l'as trouvé » dit-elle doucement. Adrien hocha légèrement la tête. Nessa le fixa longuement. « Alors ne l'abandonne pas maintenant. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de la salle d'accouchement s'ouvrit. Une infirmière sortit, essoufflée, mais souriante. « Le bébé est né, dit-elle. Adrien se figea. Et la mère? Le sourire de l'infirmière s'élargit. Tous les deux sont en vie. Pendant un instant, Adrien ferma les yeux. Le soulagement le frappa si fort qu'il en vacilla presque. Un peu plus tard, on le laissa entrer. Mara était allongée, pâle et épuisée, les cheveux collés à son front, le corps vidé par la douleur et l'effort. Mais dans ses bras, il y avait un petit être enveloppé, fragile, incroyablement petit, respirant doucement contre sa poitrine. Pendant un moment, Adrien ne put que rester là. La même femme qui avait grimpé sur une rambarde avec pour seules armes le courage et le désespoir, tenait maintenant une vie qu'elle avait failli perdre en essayant de la protéger. Mara leva les yeux vers lui. Son expression restait fatiguée, prudente, mais plus douce qu'avant. « Ils disent que le bébé est fort, » murmura-t-elle. Adrien s'approcha, la voix basse. Comme sa mère. Quelque chose passa dans ses yeux, pas encore de la confiance, mais quelque chose de plus tendre que la méfiance. Dans les jours qui suivirent, la ville apprit la vérité. La femme enceinte sans abri qui avait sauvé le milliardaire Adrien Cole n'était plus une silhouette anonyme dans une vidéo virale. Son nom était désormais partout. Mara Vale. La femme que la ville avait ignorée. Celle qui avait fait honte à toute une foule par son courage. Celle dont la mère avait été écrasée sous le poids des secrets d'une famille puissante. Adrien ne se cacha pas. Il publia les dossiers. Il exposa Gregory Shaw et tous les documents liés à la dissimulation. Il reconnut publiquement ce qui avait été fait à Helena Vale, et ce que ce silence avait coûté à sa fille. Et lorsque les journalistes s'attendaient à ce qu'il fasse preuve de charité, il fit autre chose. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse, Adrien déclara « Mara Vale n'a pas besoin de pitié. Elle mérite justice, dignité, et l'avenir qui a été volé à sa famille. » Il organisa pour elle un logement privé pour sa convalescence, des soins médicaux complets, la réhabilitation légale du nom de sa mère, et un fonds pour l'enfant. Et lorsqu'il lui offrit tout cela, il ne parla pas de générosité. Il parla de dette. Mais la plus grande surprise vint de Mara elle-même. Quand les caméras furent parties et que le bruit retomba, elle regarda par la fenêtre de l'hôpital, son bébé dans les bras, et dit doucement « Je ne t'ai pas sauvé parce que tu es riche. » Adrien se tenait à ses côtés. « Je sais. » Elle baissa les yeux vers son enfant. « Je t'ai sauvé parce que personne ne devrait être laissé à tomber pendant que les autres regardent. » Adrien resta silencieux un instant. Puis il répondit « Et c'est pour ça que tu es la seule qu'on puisse vraiment appeler courageuse. »
Dehors, la ville continuait comme toujours. Mais dans cette chambre d'hôpital silencieuse, quelque chose avait changé pour toujours. Car la femme que le monde considérait comme insignifiante avait fait bien plus que sauver un milliardaire sur un pont. Elle avait forcé toute une ville à se regarder en face. Et au final, la plus grande récompense n'était ni l'argent, ni les titres, ni les éloges publics. C'était ceci. Mara et son enfant avaient survécu. Et cette fois, ils ne seraient pas oubliés. Avant de terminer, cette histoire nous laisse une leçon simple mais puissante. La valeur d'une personne ne réside pas dans son argent, ses vêtements ou la manière dont le monde la voit. Le vrai caractère se révèle dans les moments de pression. Quand tous les autres ont reculé pour rester en sécurité, une femme ignorée a choisi le courage. Parfois, ceux que la société néglige sont précisément ceux qui ont le plus grand cœur. Pour moi, c'est ce qui rend cette histoire inoubliable. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un milliardaire sauvé sur un pont. C'est une histoire d'humanité. C'est la honte de rester spectateur face à la souffrance, et la grandeur silencieuse de celui qui refuse de détourner le regard. À mon avis, Mara est la véritable héroïne de cette histoire. Elle avait toutes les raisons de continuer son chemin, toutes les raisons de ne penser qu'à sa propre douleur. Et pourtant, elle a choisi la compassion. Ce genre de courage ne s'achète pas et ne se simule pas. Maintenant, j'aimerais savoir. Quel est votre personnage préféré dans cette histoire, et pourquoi? Était-ce Mara pour son courage, Adrien pour avoir voulu réparer les choses, ou quelqu'un d'autre? Dites-le en commentaire, car j'aime toujours voir comment ces histoires touchent chacun différemment. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien permet de continuer à raconter des histoires puissantes qui nous rappellent à quoi ressemble vraiment la bonté, le courage et la vérité dans le monde réel. À bientôt pour une nouvelle histoire.